Regarde un peu. Nos belles Vosges sous la neige. Ah ben oui, hein. C'est l'hiver, mon pote. On va à l'atelier. Bricoler. Ah oui, on va pas aller faire un tour de meuble. Allez, je mets en route le chauffage et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une petite introduction. Je suis en train de... Qu'est-ce que je fais en fait? J'en sais rien. Bah j'ai ouvert le moteur et j'ai tout remis en état quoi. J'ai tout contrôlé, tout remis en état. Voilà, ça c'est ma chaudron, hein. C'est le moteur de ma chaudron. Je t'avais dit l'épisode précédent que je te présenterais mon filtre à air. Oh, je t'ai dit je suis en train de développer un truc. Le mec il se prend pour la NASA quoi. Non non pas du tout. Regarde, j'ai juste fait un petit truc. C'est 3 fois rien, tu vois. C'est une grille et un bas. Voilà, une fois que c'est usé, je le change. Y en a qui diront que ça filtre pas assez, machin. Moi, pour moi, c'est ce qu'il y a de moins restrictif. Et en plus, c'est hyper compact. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Alors, on va voir le montage du haut moteur. Tu verras, elle est assez longue, mais bon, je pouvais pas la faire plus courte. Hein. Fallait que je t'explique un peu tout, qu'on fasse ce tour de tout. Voilà, juste après, dédicace pour ceux qui connaissent, bah vous avez qu'à mettre dans les coms. Le voilouf. Ah, c'est pas moi, c'est pas de moi en fait. Juste après, vidéo sur l'échappement, la modif de l'échappement. Puis il y aura peut-être 2-3 conneries là. Puis j'ai des idées là. Ça risque d'être rigolo. Tu risques de te moquer de moi. Bon, bref. Je te laisse. Pas de blabla plus longtemps, elle est assez longue comme ça. Allez, bon visionnage. Et bon week-end, bonne semaine, je sais pas. Je ne sais jamais quand j'arrive à poster mes vidéos. Ah, j'ai oublié de te montrer un truc. Une patte. C'est la patte pour le fameux Kenji là. Tu vois, je me reprends sur le... la fixation du tendeur de chaîne vélo là, que j'ai viré. Et voilà, je me suis fait une petite patte que j'ai peint de la couleur, un petit vernis satiné, enfin voilà quoi. Allez, je te laisse là-dessus, bon visionnage. Bon, tu vois, on a reçu nos pattes, donc j'ai terminé de serrer le carter. Bon, tu t'es vigilant là-dessus parce que t'as pas une vis qui ressemble à une autre. Entre les vis qui prennent les pattes, qui prennent 2 pattes, qui prennent le machin là, celui-là. Bref. Là, j'ai soudé une vis. Pourquoi? Elle dépassait beaucoup. J'avais peur qu'elle frotte sur mon embrayage. D'ailleurs, celle-là, il faudra que je sois vigilant en le mettant en clipsant parce que des fois, il arrive que la joue fixe frotte sur les vis. C'est pour ça que j'ai pas mis de rondelle derrière. Ça prenne moins d'épaisseur. Pourquoi j'ai soudé cette vis là? Tu vois, j'ai fait une entretoise là. Parce que là, on va venir fixer notre pot. Tu sais, la patte que je t'ai dit que je vais rajouter sur la corne du Gencode. Donc là, nos carters, nos petits trous fraisés de graissage, je te rappelle que là, on s'était laissé au moment où le vélo était bien centré et tout. Et donc voilà, je t'avais dit que je remettrais de l'huile. Donc là, c'est ce que je vais faire avec une petite seringue. Je vais venir injecter un petit peu d'huile dans chaque trou de vélo. Sur ma bielle aussi. Et puis on sera pas mal. Je reviens sur un point. Si tu veux, si tu as pris ton temps pour ranger tes cartes, pour rentrer ton vélo dans tes carters comme je t'ai expliqué, il se peut que tes carters aient refroidi. Donc si tu veux recentrer ton vélo, n'hésite pas à réchauffer un petit peu de chaque côté avant de taper comme je t'ai montré avec la douille et le marteau. Voilà. Le joint, là j'ai pris la décision de le huiler. Il m'arrive aussi de mettre joint papier et pâte à joint. Il y en a qui mettent que de la pâte, moi je l'ai jamais fait, je peux pas te dire si c'est bien ou pas. J'ai toujours une petite crainte, tu vois, j'aime bien avoir un support, le papier, au moins ta pâte elle accroche dessus. Quand je mets de la pâte, je sable mes plans de joint pour que la pâte tienne mieux dessus, parce que quand tu enlèves de la cafe, parce que moi je mets de la cafe, quand tu enlèves de la cafe, tu te rends compte, tu vois, que ça se décolle tout seul, ça fait une pellicule, et tu te dis sur un plan de joint bien lisse, à mon avis, le truc, il peut dégager, quoi. Alors que si tu le mets sur 2 plans de joint que tu as bien sablé, à mon avis, elle est bien coincée entre les deux. Enfin voilà, c'est des petits détails. Bon, je suis en train de réviser le moteur de la chaudron, là. Bon, c'est parti en live, hein. Je dépiote tout. Il faut que je réaligne les masses du vélo parce que c'était nappe, c'est un bas moteur que je croyais bon, j'ai monté un cylindre comme ça dessus, mais au final, enfin bref, je revois tout de A à Z. J'en profite pour te reparler de ça. Ton roulement de vélo, tu le sors avec un arrache, hein. Que ce soit ça ou un autre arrache. Mais en aucun cas, tu viens avec une disqueuse, disquer la bogue ou quoi, ou bon, après si tu fais comme ça, t'es risqué péril. Moi j'ai récupéré un vélo Bidalo.
Bon, je te cache pas que celui-là, il est un petit peu corrodé, machin, mais tu vois, j'ai réussi à le sauver. J'arrive pas à te montrer. C'est où? C'est là, tu vois. J'ai mis un peu d'époxy, je sais pas si tu vois. J'ai réussi à le sauver, il fuit pas, mais enfin, quand je l'ai eu, le vélo était neuf. Mais les mecs l'ont baisé parce qu'ils ont essayé d'enlever un roulement, enfin la cloche intérieure de la disquée au Dremel, quoi. Donc il devait avoir une fuite au joint spi. Alors après, je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ça se trouve, ils ont serré une paire de cylindres, ils ont pas fait gaffe, j'en sais rien. Mais enfin voilà. Tout ça pour te dire que tu démontes ça avec un arrache, avec un outil approprié. Hein. Tu t'amuses pas à taper dessus au burin ou entre la masse et le roulement ou à disquer ça, c'est pas bon quoi. Ça c'est pareil, hein, tu trouves ça, ouais, tu vas me dire ça fait encore des sous, mais bon, tu trouves ça sur des sites chinois, ça coûte quand même pas aussi cher que ça, quoi. Ça coûte moins cher qu'un vilebrequin en tous les cas. Donc avant toute chose, on va contrôler notre cylindre, surtout un Herzal. Donc moi, je vous parle de ce qui m'est déjà arrivé comme mes aventures. Faut bien regarder la planéité au niveau du joint de culasse. Pourquoi? Moi j'ai déjà eu des soucis de Nicasil qui débordait et qui faisait une bavure là. Ça c'est bon. L'intérieur, bah, comme tout cylindre, on va regarder que les arêtes soient pas trop saillantes. Hein. Un petit coup de papier de verre s'il faut pour casser un peu les angles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai déjà eu des jupes, pas là-dessus, mais sur Peugeot, comme elles sont séparées en deux, un petit peu forcées vers l'intérieur. Et là, t'as le piston qui serrait contre. Celui-là, il est propre. Hein. Honnêtement, il est pas mal. Il est bien symétrique. Enfin, symétrique, non. Je vais pas te raconter de conneries. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Et si tu veux, le noyau est un petit peu désaxé par rapport au cylindre, au goujon, quoi. Ouais, c'est vraiment léger hein, sur celui-là. Ce qui arrive des fois, c'est des lumières qui sont carrément, que ce soit l'admission ou l'échappement, pas forcément droite, si tu vois. Tiens, je suis en train de voir un truc là, je sais pas si tu le vois. On a une bavure là-bas. Ça, ce sera gratouillé avant de remonter, tu vois. C'est le genre de truc à contrôler, quoi. Donc voilà, pourquoi je mets du T4 et pas du T6? Je dis pas que le T6 c'est un mauvais cylindre. Là j'ai déjà mis le joint. Est-ce que je peux le virer? Non, il veut pas. Je te mets en photo. Je te compare du T4 et du T6. Le T6 est beaucoup plus petit là en diamètre final d'échappement. Par contre, si tu veux préparer le cylindre, le T6 est mieux. J'ai même remarqué qu'à l'embase là, on était moins large sur le T6 que sur le T4. Donc pour moi, pour faire simple, si tu veux monter le cylindre stock, le T4 est mieux. Si tu veux le préparer, pars sur un T6 parce que tu as une barrette et tu pourras élargir ton échappement mieux que ça et tout, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc allez, on va passer à tout ce qui est métrologie. Donc on va passer jeu cylindre piston, jeu à la coupe, et puis après on fera nos calculs de volume de chambre, pardon. Alors le jeu à la coupe. La théorie voudrait que on te livre un cylindre. Alors tu vas me dire, ouais, il pourrait livrer le cylindre avec le segment qui a le bon jeu à la coupe. Bah ouais, mais les mecs, s'ils s'embêtent à te régler le jeu à la coupe, ils te le vendent pas 50 balles le cylindre, quoi. C'est ça le truc. Donc moi, pour moi, dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est d'avoir des segments où il y a moins de jeu que ce qu'il faudrait et où on règle notre jeu à la coupe nous-mêmes. Là, tu vois, j'ai contrôlé les segments là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'à mon avis, ils ont dû avoir des soucis de gens qui, forcément, qui achetaient un cylindre comme ça à 50 balles et qui montaient ça, tu vois, sans faire le jeu à la coupe. Donc, comme je t'ai expliqué dans une précédente vidéo, si ton jeu à la coupe est trop faible, eh ben, tu serres ton cylindre, quoi. Donc, je pense que les mecs sont revenus là-dessus et qui te livrent, c'est moi qui dis ça, hein. Mais les dernières ailes que j'ai eues, j'ai pas eu à reprendre le jeu à la coupe. Donc moi j'ai déjà regardé, donc tu mets ton jeu de cale, hein, tu peux commencer par 0,10 ou même 0,05, et puis tu vas monter tout doucement. Tu vois, là je viens de passer la 0,20, ça passe librement, la 0,25, ça coulisse gras, donc c'est ce qu'il faut. Ton segment, tu le rentres, si tu as une inscription sur ton segment, c'est que ça va en haut, soit tu as un top sur les segments,
soit si tu as une inscription, tu la mets vers le haut. Donc ton segment, tu le rentres comme ça. Hein. Pour être sûr qu'il soit bien droit, moi je le rentre avec le piston, tu vois. Je m'arrête, allez, je le rentre de 6 mm quoi. Et puis là, je vais venir contrôler mon jeu à la coupe. Voilà. Donc tu vois là, j'en ai un. Celui-là est à 0,20 et l'autre, je sais plus ce que je t'ai dit, donc je recommence vite fait. Voilà, c'est ce que j'avais mesuré le premier coup. J'en ai un qui est à 0,20, l'autre à 0,25. 0,25, ça fait beaucoup. Je t'ai dit, pour être tranquille, 0,15, normalement, t'es peinard. 0,15, 0,18, t'es pas mal. Donc là, ce que je vais faire, tu vois, je le laisse au-dessus. Celui-là, c'est volontaire. Je vais mettre le 0,25 en dessous, le 0,20 en haut. Je vais pas commander deux segments pour les régler à 0,15, surtout que je suis pas sûr que je reçoive un segment qui soit plus long que ceux-là, quoi. Donc, dans le cas où tu aurais pas tes 0,15, je te réexplique. Tu prends un petit bout de papier de verre, plié en deux. Tu viens pincer ton segment et tirer dessus jusqu'à ce que tu aies la cote. Tu prends pas la disqueuse. On n'est pas des boulangers. Tu comprends ce que je veux te dire? J'ai rien contre les boulangers. Sauf ceux qui font du jeu au segment à la disqueuse. Bref, non, je déconne. Et voilà, parce qu'en fait, en faisant comme ça, là, t'as rien en épaisseur. Ce qui fait que tes deux becs vont bien être parallèles en faisant comme ça, tu vois. T'auras une bonne étanchéité. Si tu t'amuses à prendre une petite disqueuse, un Dremel, ce que tu veux, tu verras peut-être pas, mais tu vas peut-être faire un bec comme ça et l'autre comme ça. Et ce sera nul de chez nul. Après, normalement, tu viens casser tes angles là, tu vois. Une fois que tu auras fait ton jeu à la coupe, tu viens casser tes angles. Tu mets un petit coup de papier comme ça sur chaque angle, ça suffit largement. Sinon, ça pourrait risquer de marquer ton cylindre à cet endroit-là. Tu vas pas le détériorer, mais ça pourrait le marquer. Voilà, le jeu à la coupe, c'est bon, on a fait le tour. On passe au... J'aurais peut-être dû même faire ça avant. On passe au jeu cylindre-piston. Alors, le jeu cylindre-piston. Le jeu cylindre-piston, la manière la plus pro de contrôler ce jeu, c'est avec un micromètre et un comparateur d'alésage. Maintenant, tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça, donc il y a d'autres techniques qui peuvent t'indiquer quand même assez précisément des résultats cohérents, quoi, on va dire. Alors, t'as quelle technique? Ben, j'entends parler de la technique du piston qui descend, là, sur un truc plat comme ça. Ouais, alors, c'est valable pour vérifier que tu aies assez de jeu cylindre-piston, si je peux dire. Maintenant, si tu veux contrôler qu'un piston soit en limite d'usure, j'ai le cas d'un cylindre, j'ai regardé hier pour m'amuser. Le truc est râpé complet, j'ai 15 centièmes de jeu cylindre-piston dans le milieu. Le piston descend pas beaucoup plus vite que si tu veux le cylindre, pour te faire simple, il est usé en tonneau parce que les mecs ont mis une grosse lumière d'échappement. Et du coup, en fait, je me suis dit, le truc va tomber d'un coup, il freinera que sur la fin. Bah non, c'est pas réellement ce qui se passe. Donc, j'ai envie de te dire, ça c'est valable pour contrôler que tu es vraiment un minimum de jeu cylindre-piston. D'ailleurs, là, la vitesse qui descend, ça pourrait faire peur, quoi. C'est pour ça que là, on a du matos comme il faut, on va pouvoir contrôler ça nickel. Deuxième méthode, bah, le pied à coulisse, hein, je vais pas t'expliquer. Hein. Tu mesures ton piston, tu mesures ton cylindre. Ce que j'aime pas sur le pied à coulisse, je l'ai fait, hein, je critique pas en fait. Je dis que tu peux te tromper avec ça. C'est-à-dire que tu vas mesurer ton piston avec ces becs-là et tu vas mesurer ton cylindre avec ces becs-là. C'est là où est le problème. J'ai envie de te dire, si tu veux être sûr un minimum, prends un micromètre. Tu t'achètes juste un micromètre. Tu vas pouvoir mettre ton piston dedans. Tu vois, on va mesurer notre piston. On va avoir notre cote au centième. Et là, si t'as pas envie d'investir dans un comparateur d'alésage, là, c'est pas grave. Tu vas pouvoir mesurer ta cote, tu vois, et aller remesurer cette cote dans ton cylindre. En fait, tu auras utilisé les mêmes becs, là.
Donc en fait, on s'en fout. La cote réelle du pied à coulisse électronique, on s'en fout. Là, on va comparer nos deux cotes. Ça, par contre, on sait qu'on est bon. Voilà, c'est le seul cas où je te dirais que le pied à coulisse électronique, c'est top. Après, si vraiment t'as pas de matos, ce qu'on va faire, on va déjà faire le jeu cylindre-piston avec le micromètre et le comparateur d'alésage. Et après, je vais te vérifier le truc avec la méthode du jeu de cale. Donc, ton piston, tu le mesures en bas. On va dire 5 mm en bas du piston, quoi, au niveau de la jupe. À savoir qu'un piston, il a une conicité et théoriquement, il est ovale. Donc, tu vas le mesurer perpendiculaire à ton axe de piston sur tes jupes. À 5 mm du bas, on va dire. On va pas pinoyer. Hein. Voilà. Donc là, tu enlèves délicatement ton piston. Là, donc, on est venu mesurer notre piston. Pour information, il fait 47,03 celui-là. On vient étalonner notre comparateur d'alésage. Voilà, on est bien sur le 0. Et on va aller regarder notre jeu cylindre-piston en descendant dans notre cylindre. Et là, tu peux voir qu'on a 0,5, allez, 0,55, enfin 0,055, autant pour moi, de jeu cylindre-piston. Alors, tu regardes un peu partout, hein. Tu regardes comme ça, tu regardes comme ça. Là, l'avantage avec un comparateur d'alésage, c'est que tu vas pouvoir descendre. Tu vas pouvoir descendre dans ton cylindre, tu vois. Alors, ce qui est pas mal, c'est que avec un vieux cylindre, tu vas pouvoir mesurer si ton cylindre est usé dans le milieu, tu vois, s'il est usé en tonneau, tu vas pouvoir vérifier quand même plus de choses qu'avec tu descendras jamais avec ton pied à coulisse électronique dans le milieu du cylindre, quoi. Bon, après, je dis pas à tout le monde d'investir là-dedans, hein, loin de là, hein, mais c'est quand même une manière précise de mesurer son piston. Bon, sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, moi, j'ai essayé cette technique-là et ça va pas trop mal. C'est le jeu de cale, tu vois. C'est tout bête, mais on vient de mesurer, nous, avec du matos assez perfectionné, entre guillemets, qu'on a 0,05, donc 5 centièmes de jeu cylindre-piston. Eh ben, on va essayer de mettre une cale de 5 centièmes. On va voir ce que ça donne. Et là, tu vas voir que la cale, elle passe pile poil, tu vois. Et elle coulisse gras. Alors tu vas me dire, ouais, mais t'as mesuré la jupe du piston, et là tu mesures ma cale, elle descend jusque ma lumière d'échappement. Elle est relativement grasse. Donc là, tu vois qu'en fait, si t'as que ça, pour faire simple, fais comme ça. Si t'as au moins 0,05 ou 0,06, on va dire que sur un Erzal R comme ça, c'est bon. Mon ami, il faudra peut-être faire gaffe en hiver, tu vois. En hiver ou quand il fait froid, il faudra quand même se méfier. Enfin, il faudra se méfier, il faudra bien laisser chauffer la mécanique. Voilà, pour ce qui est de la cote, je te dis, là-dessus, 0,05, 0,06, on est pas mal. On est pas mal. Ça, c'est propre à chaque cylindre, hein. Donc, comme d'habitude, tu commences à avoir l'habitude, j'ai envie de te dire, avant chaque séance pratique, un petit peu de théorie. Donc, il faut qu'on connaisse précisément notre cylindrée pour calculer notre rapport volumétrique. On se base pas sur ce qui est écrit sur la boîte parce qu'il peut très bien avoir des conneries décrites ou quoi que ce soit. Et c'est pareil, dans le temps on appelait ça des kits 75 alors que les trucs faisaient 67 cm3. Bref, on a un alésage de 47,08 mm. Une course de 41,8 mm. Je te rappelle la formule. Ça va te rappeler le collège, comme le dernier coup. Pi multiplié par rayon carré, multiplié par hauteur. Calcul du volume d'un cylindre. Donc, je t'ai remis en centimètres, là, hein, tu trouves pas drôle, puisque nous, on veut trouver des centimètres cubes. Donc, on a fait pi, que multiplie le rayon. Donc, le rayon, c'est bien la moitié du diamètre. Donc, 2,354 au carré, multiplié par 4,18 de course. Et on arrive à une cylindrée réelle de 72,76 cm3. Maintenant, on va remplir notre seringue. Moitié carburant, moitié huile, ou tu mets de l'huile de friteuse, ça va pas trop mal aussi. Et puis, on va vérifier notre volume. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai rempli ma seringue avec mon huile de friture, là. Je me suis mis pile poil à 10 cc.
Et puis on va voir ce qu'on met là-dedans. Et c'est parti, j'ai mis mon moteur au PMH, tu vois. Bah oui, hein, si tu le mets au point mort bas, tu peux toujours remplir d'huile. Hein. Allez, allez, allez. Là. On est pour loin de la vérité. Après, tu peux t'amuser, tu vois. Tu vas rechercher ton point Moreau précisément une fois que tu as l'huile. Tu vois que là, tu as plus facile... Tu laisses reposer un petit peu s'il faut. Tu mets bien la fleur. Voilà. Et là, on va lire, là. Alors là, j'ai 7,9 cc. Je fais mes petits calculs et je te présente ça tout de suite. Nous y voilà. Alors. Donc, on a mesuré 7,9 cc. On retire le volume de notre bougie. 1,5 parce que c'est 1 kg court. 1 kg long, t'en as qu'enlève 2, 3, 2, 4, 2, 5. Bref, tu fais comme tu veux. Enfin, tu fais comme tu veux. Tu te débrouilles, hein, j'ai envie de te dire. Donc, il nous reste 6,4 cc de volume de chambre. Donc, tu te rappelles de notre formule? T'as bien retenu? Bon, je te la répète. Grand V, notre cylindrée, plus petit v, volume de chambre, divisé par notre volume de chambre. On arrive donc à 72,76 cm3. Plus 6,4 cc de volume de chambre divisé par 6,4, on a un rapport volumétrique de 12,36 pour 1. Eh, ils savent y faire quand même chez Herzl. On n'est pas trop mal. Ouais, sauf que 12,36 avec une culasse d'origine sans zone de squish, moi j'aime pas. Donc l'erreur, tu la sens arriver la connerie là? Tu la sens là? Hein? Non, toujours pas? Bon bah allez, je continue. Donc, on va vider ça, hein, et puis on va recommencer, et puis on va faire quoi? Parce que, tu sais, hein, quand t'as fait le tour du village, et puis que le fameux joint Herzl, il est parti en Javel, tu fais quoi? Bah, tu fais ce qu'il y a de plus logique. Tu vas remettre un petit joint en alu, hein? Bah, allez, vas-y, on va mettre le joint en alu, puis on va regarder le rapport volumétrique. Bon, je vide ça, là? Tiens, ça y est, ça va se vider, là. Allez, je vide ça. Je te remets un joint en alu, on laisse la culasse d'origine et on fait le rapport volumétrique. On a toujours notre joint d'embase classique, hein, notre joint papier. J'ai enlevé le joint Herzl, j'ai mis un petit joint alu, un joint de 0,3. Alors regarde bien. Eh ouais, ça tape. Je t'ai fait un repère là. Savoir comment on va dans un sens, comment on va dans l'autre. T'as vu, ça passerait presque. Là, tu mets un joint de 0,4. À mon avis, ça tourne et ça démarre. Le squish est à 0. Le squish est à 0. Maintenant, je vais te prendre le volume, mais ce sera même pas le bon volume, puisque le piston est pas au PMH. Là. Mais on va prendre le volume quand même pour savoir où on va. Donc, j'ai rempli ma seringue à 10 cc. Et allez, j'y vais comme ça. Histoire de rigoler un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a mis là? On a mis 6,8 cc. Allez, on fait le calcul et on se retrouve devant l'ardoise. Allez, nous revoilà dans nos calculs. Donc 6,8 cc, on a retiré 1,5 cc pour le culot de la bougie. On a 5,3 cc de volume de chambre. Grand V plus petit v divisé par petit v. Tac, tac, tac. Je te le donne en 1000. 14,72 pour 1 de rapport volumétrique. Là, autant dire que un moteur comme ça, en plus avec une culasse d'origine, avec un squish complètement débile, là c'est sûr que ça casse quoi. Une fois j'ai pris un volume à quasiment 17. Je pense que la culasse était faite différemment.
Mais voilà quoi. Donc tout ça pour dire que c'est important de faire votre rapport volumétrique. Il n'y a pas que ça, mais c'est pas parce que vous achetez un kit à 50 balles qu'il faut pas faire le rapport volumétrique. Ça coûte que dalle. C'est une petite seringue. Vous prenez une 10 millilitres à la pharmacie, ça va vous coûter 2-3 euros. Un peu d'huile de cuisine et ça y est quoi. Vous déposez le moteur de la mobilette, vous faites ça et vous êtes tranquille quoi. Là, j'ai envie de dire, pourquoi pas monter ça avec une culasse d'origine? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans ce cas, vous mettez maximum 11 de rapport volumétrique, quoi. Voilà. Donc après c'est pareil. Vous allez me dire, je fais comment? Eh ben, on va le voir après. On va le voir après. Je vais mettre notre culasse définitive. On fait le volume et après on voit ce qu'on fait. Donc voilà, notre culasse définitive montée. Joint papier le même que tout à l'heure. Joint cuivre en 0,3 de J. La culasse où David nous a fait la belle zone de squish. On regarde ce que ça donne. Donc j'avais 7,8 cc. J'ai retiré 1,5 pour la bougie. Je suis à 6,3 cc de volume de chambre. Tac, tac, tac. On fait notre opération. On est à 12,54. En l'état, ça fonctionnerait. On casserait rien. Mais ça sert à rien de comprimer autant sur un moteur qui a des diagrammes pareils. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, ça sert à rien. Ça pourrait servir à quelque chose, mais là, en l'état, ça servira à rien. On va pas rentrer dans les détails. Ce qu'on va faire, on va le décomprimer. Alors, plusieurs choix s'offrent à toi quand tu veux décomprimer un moteur. Tu peux jouer sur quoi? Bah, tu peux jouer sur ton épaisseur de joint d'embase. Mais dis-toi bien que, forcément, tu vas lever tes lumières, donc tu vas modifier tes diagrammes. Tu peux jouer sur l'épaisseur de ton joint de culasse. Donc là, tu ne bougeras pas ton cylindre, donc tes diagrammes, tu vas juste bouger ton volume de chambre et aussi ton squish. Et après, tu peux retravailler ta culasse. Ouais. Donc, pour rappel, on est parti de ça. Hein, une culasse, ça c'est une culasse de vie. Dans ta 51, tu as la même chambre de combustion. On est parti de ça, donc si tu te souviens, si tu suis, on a été faire une zone de squish chez David. Là, je suis en train de démonter le moteur de ma chaudron. Je suis en train de faire une petite révision. Cet été, à partir du printemps, je compte faire pas mal de sorties, de grosses sorties. Donc, je vais tout remettre ça carré pour être peinard. Et donc, je te montre ma culasse. Donc là, tu vois, idem, j'avais fait une belle zone de squish chez David et j'ai poussé le vis à me faire une belle chambre de combustion. Tout ça, ça a été fait à la Dremel, hein, donc tu vois qu'avec un petit peu de matos et de l'huile de coude, t'arrives à faire des choses quand même bien sympathiques. Là, tu vois, moi j'optimise la chambre, j'optimise le squish, donc voilà. Mais après, si tu veux pas pousser le vis, c'est pas pour ça que t'auras pas un moteur fiable. Tu peux, du moment que t'as ton bon rapport volumétrique, t'auras pas de problème de casse. Nous, on a peu à reprendre là. Je vais regarder l'épaisseur du joint d'embase. Je vais voir si je peux mettre quelque chose de plus épais. Donc, j'ai mis ma cale. Tac. Je découvre ma lumière. Je remonte dans l'autre sens. Entre temps, j'ai mis mon disque à 0. Et je lis. Et là, tu vois, je suis à 117 à l'admission. Donc, on a 117 à l'admission, 160 à l'échappement. Et voilà, je viens de me faire un joint. Ça te pose un problème? Bon, j'ai pris ma décision. Je cale le cylindre. Donc, une cale. Tu sauras pas de combien. À toi de faire tes propres expériences. Un joint au-dessus, un joint en dessous. Je reprends les diogues. Et on voit ce que ça donne en rapport volumétrique et en diag. Allez, à tout. Un joint d'embase en dessous, un au-dessus. Les clips de piston, tu les mets bien comme ça. Hein, parce que si tu mets la quéquette horizontale là, avec les vibrations, voilà, ça prend pas de tour. Mais bon, ça pourrait très bien casser et se barrer dans les transferts, enfin, dans les lumières. Voilà. Bon, j'enquille le cylindre, on prend les diagrammes. J'allais le mettre là, puis je me dis, faut que je te parle d'un truc. Théoriquement, ta flèche là, ça t'indique l'échappement. Je dis bien théoriquement. Il faut toujours que tu contrôles
que tes ergots soient pas, bien sûr, pas en face d'une lumière, hein, dans ton cylindre. Toi, t'en manges ton cylindre. Et aussi, j'ai envie de te dire, il vaut mieux qu'ils soient entre deux transferts d'admission derrière que côté échappement où ils vont plus chauffer, tu vois. Voilà. Il arrive que sur certains ersals, il y ait une erreur de marquage et que la flèche, il faille la mettre vers l'arrière, quoi. À toi de bien vérifier ça. J'ai repris mes diags. Je suis à 125, 164. Tout ce que je voulais, c'était pas être au-dessus de 125 en admission. Donc pour moi, ça me va. 164, ça peut prêter à sourire. Moi, je sais que c'est une config qui fonctionne. Après, tu as plein de paramètres qui rentrent en compte. Hein. L'échappement, en parlant d'échappement, rien que la sortie d'échappement là-dessus, elle est en 28 mm. Hein. C'est énorme. Par rapport à la lumière d'échappement, c'est énorme. Donc ça joue aussi, si tu veux. Donc voilà, pour moi, les diags me conviennent. Je vais prendre le squish. Parce que c'est toi, hein, parce que moi, vu ce que j'ai calé, et je connais ma culasse, je sais que je suis largement bon, mais je vais te montrer comment on fait pour prendre le squish, comme ça tu sauras. Donc tu te coupes un fil d'étain, là j'ai pris un étain d'assez gros diamètre, puisque je sais que je vais avoir un squish assez important. Allez, on enquille la culasse, on serre ça, et puis on va venir comprimer notre fil d'étain. Amener notre piston au point Moro pour comprimer notre fil d'étain, voir ce qu'on a. On va peut-être mettre un joint de culasse avant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, j'enquille le joint de culasse, la culasse, je serre ça, on écrase notre fil et on regarde ce qu'on a. Allez, on emmène notre piston au point Moro. Voilà, on a écrasé notre fil d'étain, on démonte la culasse, on va mesurer. On va reprendre le volume de chambre, maintenant que tout est calé, machin. Par contre, le moteur, il sera pas refermé définitivement, parce que je te montre, mes goujons sont trop courts. Ouais, rapport à la grosse culasse, là, tu vois, là, j'ai assez pour serrer mes écrous et contrôler mes diags et tout, mais pas pour fermer le cylindre, fermer le moteur définitivement. Bon, ben, le pote, je pense que je vais voir avec lui, il va me commander ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Je ne sais plus. Oui, le serrage de la culasse. Tu serres ça au couple si tu veux, moi je le serre pas au couple, je vais te dire pourquoi. Le couple de serrage des goujons de culasse, il est prévu pour du 50 cc qui comprime pas d'origine. Avec un joint souvent, ou pas, mais bon, pas forcément les mêmes joints que ce qu'on a mis là. Donc moi, je vais te dire une chose, je serre au feeling. Voilà, la dernière fois que j'en ai serré un au couple, j'ai eu une fuite au joint de culasse, il a fallu que je resserre à la veine qui gonfle, comme on dit. Donc c'est bien comme ça. Là, je vais recontrôler, de toute façon on va voir ça ensemble, hein, je te laisse pas là-dessus, mais on va refaire notre rapport volumétrique. Mais bon, si ça comprime à pas loin de 12 avec 72 cm3, faut quand même que le truc soit serré, quoi. Donc tu fais comme tu veux, si tu veux le serrer au couple, tu le serres au couple, mais moi je fais pas comme ça. Voilà. Bon bah allez, on recommence, je remplis ma seringue, je fais le volume, puis je te dis ce qu'il en est. Voilà. Donc on a 8,4 cc. Bon, je calcule ça, puis je te redis. Voilà, donc 8,4 cc moins nos 1,5 de chambre, de bougie, pardon. On est à 6,9 de volume de chambre. 72,76 plus 6,9 divisé par 6,9, on est à 11,54 de rapport volumétrique. Pour moi, c'est très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, finalement, je voulais mettre des grands goujons, mais j'ai envoyé un message au poteau, là. Moi, je serais partant pour usiner la culasse. Enlever 5 mm. Voilà, quoi. Parce que... Ouais, bravo, t'as des...